Je vais donc vous présenter nos deux intervenants pour cette séance d'aujourd'hui qui est aussi liée, on a déjà eu une séance, les deux dernières séances qui étaient un peu liées aux problématiques de chimie et environnement, chimie et transition énergétique la dernière fois. Et donc chimie et développement durable, enfin c'est tout. Alors notre première intervenante c'est Lydie Valade, elle est chimiste, directrice de recherche au CNRS. Elle travaille au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse. Alors nos deux intervenants aujourd'hui se connaissent bien, ils sont tous les deux toulousains. Et elle est présidente de l'association Chimie et Société, et entre autres parce qu'elle va nous présenter aujourd'hui une des initiatives de cette association qui cherche à renouveler les relations entre la chimie et le public, la société civile. Et donc elle va nous présenter aujourd'hui une initiative autour de chimie et terroir. Alors vous avez aussi sur la table à l'entrée des petits prospectus, je pense, qui donnent plus d'informations sur cette initiative et cette association Chimie et Société. Et je présente tout de suite Philippe Bérat pour ne pas avoir d'interruption entre les deux interventions. Donc Philippe Bérat, lui, est professeur des universités à l'Institut national polytechnique de Toulouse, alors qui dépend de l'INRA, en fait. Non. Ah bon? Le laboratoire est associé à l'INRA. Donc, et c'est le laboratoire, alors j'espère que je ne me suis pas trompée, c'est bien le laboratoire de chimie agro-industrielle qui, contrairement à ce que son nom pourrait faire penser, cherche à développer des produits qui soient bons pour l'environnement. C'est pas forcément ce que évoque le terme chimie agro-industrielle, mais bon. Donc dans ce laboratoire, il s'intéresse aux problématiques de qualité de l'eau. Il est l'auteur de deux ouvrages dont vous avez des exemplaires ici, si vous voulez les feuilleter, qui sont plutôt pour les étudiants, donc des ouvrages de cours, Chimie et environnement et Chimie des milieux aquatiques. Voilà, j'ai rien oublié. D'accord. Donc, je renouvelle mes remerciements pour cet accueil au Centre d'Alembert qui permet à Chimie et Société de présenter ses activités, entre autres celles que nous faisons depuis quelques années et que nous appelons les rencontres chimie et terroir. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de cette commission. Ce n'est pas, en fait, nous ne sommes pas une association. Nous sommes une commission qui est rattachée à la Fondation de la Maison de la Chimie. Et cette commission a été fondée en 2001 par André Marquet, qui est professeur émérite à Paris 6. Et elle a été créée suite à l'année de la chimie 1998. André Marquet s'en était beaucoup occupé et elle avait constaté qu'en France, de nombreuses actions avaient été faites pour promouvoir la chimie sur tout le territoire et qu'il était dommage de perdre ce réseau de correspondants. Et d'autre part, elle a été fondée au sein de la Maison de la Chimie pour conduire aussi une réflexion sur la perception et la communication de la chimie. Cette commission est organisée en un bureau national qui inclut en particulier des représentants du CNRS Institut de Chimie et de la Société chimique de France. Et elle se structure en deux niveaux avec des correspondants que j'ai repérés ici sur les nouvelles régions de France et qui, donc, comme vous le voyez, se distribuent relativement bien sur tout le territoire. Il y a encore des régions qui ne sont pas représentées, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et donc, nous avons actuellement 13 correspondants régionaux. Et pour l'Île-de-France, c'est Séverine Martrinchard qui est ici et qui est sur ce site-là. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur nos actions et surtout y participer, n'hésitez pas à contacter Séverine. Vous pouvez également avoir des informations avec Jean-Michel Lefour, qui lui est ancien directeur de ce centre et qui a des contacts suivis. Alors, pourquoi communiquer la chimie? Eh bien, essentiellement parce qu'on a constaté qu'il y avait
une incompréhension entre le monde des chimistes et les citoyens. Alors pourquoi cette incompréhension qui a été relatée dans beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, pas uniquement par nos soins, mais avant tout parce qu'il y a une prise en compte de la donnée chimique qui diffère selon qu'on est plutôt chimiste côté, je dirais, académique et chimiste côté industriel. La chimie recouvre à la fois une science, celle que nous faisons dans nos laboratoires universitaires, et une industrie. Et en tant que chimiste académique, on est tous évidemment très fiers des avancées que l'on apporte à la connaissance de la matière et à la transformation de la matière. Et évidemment, on n'est quelquefois pas très au fait de ce que la population pense de nous. Et il faut vraiment réfléchir à ça. Et d'un autre côté, quand un nouveau produit devient intéressant, soit pour des fins à des fins médicales, soit pour créer un nouveau matériau entrant dans la construction d'une automobile, que sais-je, eh bien là on arrive à une situation où le produit doit être préparé en masse et en grande quantité. Et dès lors qu'il arrive à cette étape-là, eh bien, cela peut créer un épuisement des ressources, mais également des problèmes de pollution qui peuvent avoir des incidences effectivement sur la santé humaine et animale comme l'environnement. Et donc tout ceci crée en fait une méfiance du public, vis-à-vis des chimistes, parce que malheureusement, et on en a su quelque chose à Toulouse, il y a eu des accidents. Et malheureusement, il y a des produits particulièrement phytosanitaires, peut-être que Philippe en parlera justement, et qui peuvent provoquer des problèmes au niveau environnemental. Donc, Chimie et Société essaye de réfléchir à des moyens qui vont faire que ces deux mondes, des chimistes et des citoyens, essayent de mieux se comprendre. Alors pour cela, pour mieux se comprendre, il faut d'abord essayer de s'informer au plus près des problèmes que le public ressent et d'analyser en particulier l'impact sociétal qu'ont les progrès de la chimie sur l'environnement, sur la sécurité alimentaire, sur la santé. Il faut confronter les expériences de nos collègues chimistes, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient académiques, pour essayer de voir comment ils perçoivent ce problème de contact avec le public. Recueillir, et ça c'est la chose la plus fondamentale, c'est recueillir l'avis et les attentes du public. Et savoir ce qu'il pense de nous, est-ce qu'il nous connaît bien, qu'est-ce qu'il attend de nous pour qu'on lui explique les raisons pour lesquelles tout simplement on fait ce métier, et ou pourquoi est-ce qu'on estime que le métier qu'on fait est important pour la société et utile à la société. Et donc, en menant toutes ces réflexions, eh bien, au sein de Chimie et Société, on essaye de proposer de nouvelles actions. Ces actions ayant pour vocation d'améliorer la connaissance et la compréhension du public sur tout ce que nous faisons, et également intéresser les plus jeunes aux sciences, c'est-à-dire tout un tas d'actions qui vont avoir pour effet de mettre en place un dialogue constructif entre les chimistes et le public. Alors, parmi les actions que nous avons conduites jusqu'alors, eh bien, je voudrais citer ce colloque qui avait été co-organisé avec le Centre d'Alembert en 2008, si je me rappelle bien, et qui permettait de réfléchir sur l'expertise scientifique. Également, un dossier qui a été piloté en partie par des personnes de Chimie et Société sur les armes chimiques, et dans lequel, en particulier, André Marquet a écrit un article qui traite de l'arme chimique à l'agent thérapeutique, ce qu'on a pu apprendre de l'arme chimique qui, malheureusement, avait été très destructrice, et en quoi cette information que l'on avait a permis d'arriver à créer des médicaments, un anticancéreux et un anti-Alzheimer en particulier. Recueillir l'avis et les attentes du public, nous l'avons fait de deux manières. Nous l'avons fait vers 2008, je crois que c'était sur les années 2007 et 2008 que Pierre Gervason
s'est rapproché de plusieurs ONG, une dizaine d'ONG qui ont accepté de répondre à ces questions. Et c'était intéressant d'avoir ce premier retour. Et en particulier, au niveau des ONG, j'ai pris les notes dans ce qu'avait rapporté Pierre Gervason. Et les ONG disaient que pour eux, la chimie était la science du secret. Donc, ils avaient l'impression, en particulier au niveau des industriels, que chaque fois qu'il y avait des questions qui se posaient sur un médicament ou sur un incident, même quand ce n'était pas un accident, l'industriel cachait un petit peu ce qui s'était passé, ne voulait pas tout dire au public. Et donc, ils avaient vraiment cette perception-là. Et le deuxième conseil qu'ils donnaient au travers de leurs réponses, c'était que les chimistes doivent aller à la rencontre du monde vrai. Comme si les chimistes étaient un petit peu dans une sorte de tour enfermée, et puis loin. C'est un petit peu ce qu'on dit des politiques, je dirais aussi aujourd'hui, qui ne sont pas dans le monde vrai. Et bon, on avait ce reproche qui ressortait des réactions des ONG. Et plus tard, à l'occasion de l'année internationale de la chimie 2011, André Marquet avait coordonné cette enquête participative qui avait apporté aussi pas mal d'informations. Et en l'occurrence, une information importante qui disait que les publics qui avaient été interrogés, qui avaient participé à cette enquête, disaient qu'en fait, ils n'identifiaient pas bien le rôle du chimiste dans la chaîne entre la préparation de la molécule et le produit fini. Ils ne savaient pas bien où est-ce qu'on était dans cette chaîne-là, et surtout jusqu'où notre responsabilité va lorsqu'il y a un problème qui apparaît. Et donc, c'est vrai que ça donne l'impression qu'on n'est pas identifié. Et c'est vrai que lorsqu'on entend parler d'un succès au niveau médical ou autre, qui est interrogé dans les médias, c'est jamais le chimiste qui a sa paillasse à préparer la molécule. Hein. C'est le médecin qui l'a utilisé pour soigner une maladie, ou c'est le technologue qui a utilisé le matériau dans un nouvel outil informatique ou dans un nouveau robot. Mais il n'est jamais question, en fait, du chimiste qui a été... Donc le public nous dit, mais on ne sait pas où vous êtes dans cette chaîne-là. Et jusqu'à quand est-ce qu'on peut vous tenir responsable d'un problème quand il en survient un? Les enquêtes chimie et terroir, j'y viendrai après, une fois que je vous aurai parlé de chimie et terroir. Alors, parmi les autres actions que nous avons tenté de mener, c'est d'écrire des articles qui soient accessibles au public et sur des thèmes qui sont en lien avec l'actualité, je dirais. C'est-à-dire qu'en 2012, cet article sur les éthylotests était consécutif à la loi qui avait été votée en janvier, je crois, 2012, et qui nous imposait d'avoir des éthylotests dans nos véhicules. Donc on a réagi avec la Société chimique de France, justement, et avec également l'Institut de chimie du CNRS, parce que l'association Robin des Bois, Robin des Bois avait écrit au ministère en disant qu'il fallait faire attention avec ces produits-là. Et effectivement, ils avaient raison, ils contiennent du dichromate de potassium, qui est dorénavant donc inscrit à REACH. Bon, mais le problème, c'est que la quantité de dichromate de potassium qui se trouve dans l'éthylotest que vous achetez et qui est dans votre véhicule est très faible pour que ça rentre en considération dans les blocages imposés par la réglementation REACH. Mais il n'en demeurait pas moins qu'ils avaient raison de dire à la population et d'alerter le ministère sur le fait que c'était un produit qu'il ne fallait pas jeter tout simplement à la poubelle n'importe où et surtout dans la nature parce que c'est cancérogène, mutagène, reprotoxique. Voilà. Donc on a réagi avec la Société chimique de France parce que les Robin des Bois racontaient une bêtise en disant qu'il y avait 1 gramme de dichromate de potassium dans les éthylotests. En fait, 1 gramme, c'est l'ensemble de la silice sur laquelle il est supporté en milieu acide. Et donc, il y en a, je crois, 2 mg dans chaque éthylotest. Mais bon, on a tenu à alerter les Robin des Bois, qui nous ont d'ailleurs répondu qu'ils nous remerciaient de leur avoir fait
cette remarque et ils ont corrigé leur lettre, mais il n'en demeure pas moins que la population n'est pas avertie sur ce type de problème et que la ministère a simplement dit, d'ailleurs le décret d'application n'a jamais été signé, paraît-il. Et donc la réponse faite par le ministère à Robin des Bois a été d'indiquer aux gens, à la population, ce qui n'a pas été fait à ma connaissance, outre ceux qui vont sur le site du Robin des Bois, qu'il faut ramener ces objets dans les déchetteries lorsqu'on l'a utilisé. Bon, personne ne le sait. Donc au moins aujourd'hui j'aurais pu vous informer là-dessus. Vous voyez, donc c'est un type d'article que nous écrivons et qui permet à tout un chacun, même s'il n'est pas chimiste, d'avoir une information sur des produits qui sont et sur des produits qui contiennent des molécules qui sont en lien avec des actualités. Et là, le deuxième étant sur le bisphénol A, sur lequel André Marquet s'est penché, et qui est aussi un article assez intéressant, qui ne dit pas voilà, c'est bien ou c'est pas bien, qui dit simplement les faits et ce que l'on sait aujourd'hui sur le bisphénol A. Alors, je ne vais pas passer tout mon temps parce que je viens parler essentiellement des chimies et terroirs là-dessus, mais je voulais aussi vous indiquer les actions que nous avons faites pour la création, par exemple, de supports utilisables par des animateurs. C'est le recueil, par exemple, d'expériences partagées que vous pourrez trouver sur notre site. Mais ce sont également des animations en milieu entreprise ou école, des animations auprès des enseignants pour leur donner des petits trucs qui leur permettront d'agrémenter leurs cours pour faire passer un petit peu plus joyeusement des données en chimie. Et puis des supports à tout un tas d'initiatives régionales qui sont listées ici et qui font partie du rôle de la commission au niveau national. Nos correspondants régionaux peuvent faire appel à nous pour les aider à financer ce genre d'initiative. Donc, parmi les actions que nous avons menées et que nous menons depuis 2008, eh bien, il y a ces rencontres chimie et terroir, et qui répondent un petit peu, justement, ou complètement au conseil que nous avaient donné les ONG à l'époque. C'est la phrase que je vous lisais tout à l'heure et qui est la suivante: les chimistes doivent aller à la rencontre du monde vrai. Et c'est vrai que dans nos laboratoires, on accueille tous, je pense, dans nos laboratoires chaque année, des élèves à l'occasion de la fête de la science. Moi, je suis dans un laboratoire à Toulouse qui est à côté de l'université. Et en général, le plus souvent, je veux dire, on accueille des jeunes qui sont dans les collèges ou lycées environnants. Ce sont pour la plupart des élèves, des enfants, des enseignants de l'université. Donc ce sont des élèves qui savent déjà beaucoup de choses. Et la plupart du temps, ces élèves-là, ils arrivent, c'est la sortie, bon voilà, ils ne sont pas plus intéressés que ça. Alors que moi, j'ai remarqué que chaque fois qu'on recevait dans notre laboratoire des élèves qui viennent du fin fond du Gers, Mirande, c'est 2 heures de route au moins, ou de Rodez. Midi-Pyrénées, c'est plus Midi-Pyrénées maintenant, mais Midi-Pyrénées, c'est une région qui est très, très, très vaste, qui était vaste. Occitanie, encore plus maintenant. Mais donc, tous ces jeunes qui viennent, qui ont fait 1h30, voire 2 heures de car pour venir dans notre laboratoire, ce sont des jeunes à qui on a l'impression de faire le cadeau de l'année, et qui sont à l'écoute, qui sont curieux, qui posent des questions. Et notre collègue de PACA, à l'époque, qui malheureusement nous a quittés, Hassan Bitar, lui, il allait dans les vallées au-dessus d'Aix-en-Provence, là. Il faisait ce qu'il appelait la caravane des sciences, le souk des sciences et la caravane des sciences. Et il avait exactement la même impression que moi, que quand on intervenait auprès de jeunes plutôt ruraux, on était beaucoup mieux accueillis. Et surtout, on avait l'impression qu'ils étaient beaucoup plus attentifs à ce qu'on leur disait et que pour eux, c'était vraiment le cadeau de l'année. Alors, on a lancé ça. J'ai lancé ça, j'ose dire, dans la première réunion à laquelle je représentais Midi-Pyrénées à Chimie et Société.
J'ai dit, bah, il faut faire ça sous la halle Georges Brassens de Brive-la-Gaillarde, il faut appeler ça chimie et terroir. Je n'avais rien préparé, je n'avais rien fait. Et ils m'ont tous dit, bah, banco. Et après, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que j'ai dit là? Il va falloir assurer. Et donc, 2008, nous avons commencé cette expérience en 2008, donc sous la halle Georges Brassens de Brive-la-Gaillarde. Et depuis, ben, vous voyez, les choses se passent tous les ans. Cette année, nous serons à Mourinx, qui est une ville ouvrière, la ville ouvrière de la zone de Lac. Hein. Et l'année prochaine, nous serons à Sète, dans le cadre de l'ESOF. L'ESOF, c'est Toulouse sera ville européenne de la science l'année prochaine. Et ben, c'est déjà prévu pour 2019 en Bretagne de nouveau et pour Aubusson en 2020. Donc vous voyez que nos correspondants sont très actifs et s'ils proposent aussitôt en fait de participer et d'organiser, ben, c'est que ça leur plaît et que ça leur tient à cœur. Alors, pourquoi ces rencontres? Bien, pour provoquer l'échange entre les chimistes et les jeunes et le public. C'est aller vers le public, c'est pas attendre que le public vienne dans nos laboratoires. C'est vraiment faire, nous, la démarche d'aller vers eux et surtout d'aller les rencontrer dans des endroits dans lesquels ils s'attendent pas à trouver de la science. Ils s'attendent pas à trouver des chimistes. C'est-à-dire des salles qui n'ont pas une étiquette universitaire ou une étiquette recherche, ni même culture ou éducation. Et là, vous avez des photos qui représentent très bien la chose. Ici, c'est la halle Georges Brassens de Brive, c'est là où se passe toutes les semaines, et en particulier le samedi, je vous recommande d'y aller, le marché. Et là, vous voyez, nous étions dans cette zone-là, et vous voyez, les gens, ils reviennent du marché. Et cette dame, elle est venue discuter avec cette étudiante, là, parler de photosynthèse et de séparation de la chlorophylle des carotènes dans la feuille d'épinard. Elle est là et elle porte son bouquet, elle s'est acheté un bouquet d'arômes. Elle sort du marché et elle est venue discuter. C'est vraiment l'esprit qu'on veut donner à ces rencontres, c'est-à-dire aller rencontrer les gens là où ils n'attendent pas de nous voir. Et ici, nous étions, c'était l'édition d'Avignon, où nous étions installés sous le péristyle de l'hôtel de ville. Donc c'est pour ça que vous avez tous ces drapeaux. On est au sein de l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, ça nous a valu des demandes d'enregistrement de naissance. Donc c'est très drôle, parce qu'on se trouve dans des situations qui sont très drôles, mais on a l'occasion de rencontrer le public. Le public est étonné de nous voir là. Et il revient, parce qu'il n'est pas venu pour ça d'abord, mais il dit bah, je vais revenir tout à l'heure, là je n'ai pas le temps, mais je reviens tout à l'heure. Donc comment sont-elles organisées ces rencontres? Typiquement, ce sont des rencontres qui se déroulent sur 3 journées, c'est toujours au mois de mai, jeudi, vendredi, samedi. 2 jours qui sont réservés aux scolaires, et une journée pour tout public. Alors les scolaires viennent le jeudi et le vendredi, sur inscription, grâce à Jean-Michel qui gère ça très bien, avec un système d'enregistrement en ligne. Donc la diffusion est faite auprès des rectorats, du rectorat. C'est le rectorat qui diffuse l'information auprès des enseignants. Et les enseignants sont invités à s'inscrire sur notre site pour participer aux journées. Les thèmes sont liés systématiquement aux ressources régionales. Ça, c'est vraiment la carte d'identité des rencontres. Comme je l'ai écrit ici, c'est de se placer au plus près du quotidien du public, d'impliquer l'industrie locale et de montrer les liens qu'il y a entre la recherche et ses applications. Alors, quelques images ici, où vous voyez, ici par exemple, c'était à Saint-Nazaire. Cette personne représentait les salines, donc il y avait les salines locales, donc il était question de sel à cet endroit-là. Et donc il n'y a pas que cet exemple-là, je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Ah, il ne veut plus avancer. Alors,
j'ai parlé de choisir des termes régionaux, des thèmes régionaux pour les animations que nous proposons. Là, j'ai choisi 2 posters. Alors, sur chaque stand, on a une animation et qui est illustrée également par un poster, qui ensuite est mise à disposition de tous sur le site de Chimie et Société. Alors là, j'ai choisi deux exemples. À gauche, vous avez le poster que nous avions préparé pour l'édition de Gardanne. Donc Gardanne, on est en PACA, hein, donc le pastis, c'est très local. Donc l'idée, c'est d'expliquer aux gens quelle est la molécule qui donne ce goût au pastis, donc dire que c'est l'anétole, et leur montrer comment on peut l'extraire. Donc pour les chimistes, c'est avec un appareil de Soxhlet qu'on met en place, on amène le matériel, on leur montre comment on extrait l'anétole. Et ensuite, on leur explique que cet anétole, on peut le trouver dans plusieurs plantes. Et enfin, on fait un petit peu de physico-chimie aussi, c'est-à-dire on fabrique le pastis et ensuite on explique ce que c'est une émulsion. Et on détruit cette émulsion en ajoutant du liquide vaisselle. Donc ça c'est un moyen de parler des émulsions et de tout ça. Et ce poster est associé, ça s'appelle maintenant Pastis et conséquences, et il est associé à l'évaluation du taux d'alcool. Il est en lien avec l'article dont je vous parlais tout à l'heure sur l'éthylotest, et l'explication de ce qui se passe en chimie au niveau de l'éthylotest et des éthylomètres. Et la fiche que j'ai indiquée à droite, elle représente une activité que l'on propose aux petites classes, CM1, CM2. C'est-à-dire on avait construit une animation sur du charbon à la fibre de carbone qui avait été proposée à la fois à Lens et à Albi, qui sont deux zones minières, et où il était important de parler du charbon et de ce à quoi il sert. Et là, nous avons monté en fait un atelier pour les plus jeunes pour leur expliquer comment se forme le charbon et qu'est-ce qu'on a dans le charbon, essentiellement du carbone graphique qu'on leur fait construire avec des Playmobil, avec des des Playmaïs et des cure-dents. Donc ils construisent l'hexagone eux-mêmes. Et puis on leur fait faire des petites manips aussi de décoloration de la grenadine sur du charbon actif et de vérification que la mine de crayon conduit l'électricité, bien que ce soit originaire du bois, alors que le bois ne conduit pas l'électricité. Donc ça, c'est plutôt la forme atelier que l'on propose aux plus jeunes. Et là, c'est la forme démonstration que l'on propose aux plus âgés. Alors, au cours de ces 3 journées d'animation, on dispose en général de 20 à 25 ateliers démonstration qui durent à peu près 20-25 minutes chacun. On a aussi des stands de documentation qui sont proposés par le CNRS et la Société chimique de France, des spectacles. On a tenté aussi des cafés scientifiques, un quiz interactif qui a été proposé justement par Jean-Michel et Séverine l'an dernier. Typiquement, sur chaque édition, on réunit entre 40 et 50 animateurs. Pour moitié, ce sont les correspondants régionaux de Chimie et Société qui viennent donc pour cette occasion. Et pour moitié, ce sont des scientifiques locaux, mais également des artisans locaux. Ici, vous avez tous les animateurs qui étaient présents à Albi en 2014. Et ici, Didier Boinard, qui est docteur en chimie d'ailleurs, et qui s'occupe de l'entreprise qui s'appelle l'Artisan Pastelier, qu'il a repris, et qui fait de la coloration de tissus, qui fait un tas de choses liées au pastel, et qui était venu donc parmi les démonstrations, il était là pour promouvoir cette chimie du pastel. Alors, typiquement, nous sommes allés jusqu'à 2000 à peu près, 2000, c'était entre 1500 selon les éditions, 1500 à 2000 visiteurs sur 3 jours, pour 2 tiers des élèves et pour 1 tiers tout public. Typiquement, les élèves chaque 15 élèves reste 1h30 sur le site. Alors, ce qui nous vaut toujours des remarques, on n'a pas tout vu. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas tout vu parce que ils sont séparés en 4 groupes dont on ne souhaite pas qu'ils soient trop nombreux. On essaye de faire des groupes de 8
8 élèves, 8-9 élèves, parce que sinon, ce n'est pas efficace. Il y en a toujours qui sont derrière et qui ne profitent absolument pas de la démonstration ou de l'atelier. Et donc, sur 1h30, ils voient entre 3 et 4 animations. Mais du coup, ça fait une sorte de... On dit à chaque classe, on essaye de faire en sorte que dans une classe donnée, les 3 groupes n'aient pas vu les mêmes démonstrations. Et donc, l'enseignant, en revenant dans son établissement, peut demander à ceux qui ont vu 3 animations de les raconter à leurs collègues. Et de plus, il y en a qui souhaitent voir les autres. Et en fait, ce sont nos meilleurs publicitaires, je dirais. C'est-à-dire que c'est ceux qui font le mieux la publicité pour nos journées. Parce que souvent, le samedi, nous voyons revenir ces élèves, quand ils ne sont pas venus de trop loin, avec les parents, avec la famille, avec les grands-parents, tout le monde vient. Ce qui veut dire que ça leur a plu et qu'ils voulaient voir toutes les autres animations, qu'ils n'ont pas eu le temps le jour où ils sont venus avec leur classe. Donc ces 2 journées scolaires sont extrêmement importantes sur la participation du public le samedi. Donc, à l'occasion de 3 éditions, je crois que c'était à Lens, à Gardanne, et je ne sais plus à quelle autre édition, nous avons quand même décidé de recueillir l'avis des visiteurs. Parce qu'on avait notre petite idée sur la manière d'organiser les choses, mais on ne savait pas comment notre action était perçue par les visiteurs. Donc, on a procédé à une enquête. Et il y avait plusieurs documents, un qui était réservé au grand public, un aux élèves et un aux enseignants. Et comme ça nous a permis d'avoir une idée un petit peu de leur avis sur les propositions que nous faisions au sein de ces animations. De manière générale, le lien avec les produits du quotidien est très, très apprécié. Ils ont l'impression de quelque chose de concret. On leur parle de chimie, mais avec quelque chose qui est près d'eux. Et c'est ça qu'ils trouvent important. Et c'était au niveau de la toute première enquête que les enseignants, comme les jeunes, nous avaient fait un retour selon lequel ils ne se trouvaient pas assez acteurs sur les animations. Et donc, c'est à partir de Lens, d'ailleurs, qu'on a commencé à vraiment prévoir une zone d'atelier pour les plus petits. Typiquement du CE2 au CM2. Donc les visiteurs avaient effectivement une opinion sur la chimie avant de venir nous voir. Et globalement, ce qu'ils ont appris au cours de leur visite a contribué à abaisser les peurs qu'ils avaient de la chimie. Ils ont tous découvert que la chimie était présente dans des domaines qu'ils n'imaginaient pas. Et de manière générale, ils avaient plutôt une meilleure perception, en tout cas, de la chimie après leur visite avant de venir nous voir. Et ensuite, quand on leur fait classer un certain nombre de mots correspondant à ce que l'évoque la chimie pour eux, on n'est pas les seuls à avoir constaté ça. Il y avait eu des enquêtes du CNRS ou même de l'UIC qui avaient été faites. Le progrès arrive toujours en tête. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la pollution arrive vraiment dans les dernières places, en 4e, 5e position, par rapport au progrès. Et surtout, ce qui nous satisfait beaucoup, c'est que après leur visite, les élèves manifestent un désir vraiment accru d'en apprendre plus. Et ils reviennent le samedi et ils veulent en savoir plus. Nous en avons profité pour faire également une enquête auprès des animateurs. Alors ici, j'ai réuni une photo qui date de Brive, mais qui est très significative en fait de la différence d'animateurs que nous avons sur les rencontres chimie et terroir. Ce sont des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des personnels administratifs qui viennent nous aider aussi, des étudiants, des doctorants et étudiants, c'est les étudiants de BTS. Nous avions 2 BTS cette année-là, dont cette jeune fille, des artisans et des industriels. C'est vraiment un panel d'animateurs qui est un petit peu la représentation de la société aussi.
Alors tous trouvent que c'est une excellente opportunité de se réunir comme ça sur plusieurs jours pour partager des idées de futures animations. Tous nous disent aussi qu'ils ont vraiment pris conscience dans cette interaction directe avec le public, que le public se posait des questions auxquelles eux-mêmes ne pensaient pas. Et que quelquefois, le public pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et ça arrive, quoi. Et on est confronté à des situations qu'il faut qu'on arrive à gérer, qui ne sont pas du tout violentes, mais qui nous permettent de comprendre qu'on est quelquefois isolé de la perception du public. Tous donc indiquent que cet échange d'idées entre les chimistes et le public est vraiment importante. On a une meilleure prise de conscience de ce que le public pense de nous et de la chimie. Et pour les enseignants, face à ce qui se passe devant les élèves, ça les encourage vraiment à enseigner différemment. Ils nous le disent, à utiliser plus de l'interactif dans leur enseignement. Donc, globalement, ils nous disent que c'est un excellent choix de la carte d'identité des rencontres avec les thèmes régionaux, c'est un excellent choix. Les doctorants sont extrêmement reconnaissants parce que ça leur met le pied à l'étrier pour aller diffuser de la chimie avec des mots qui ne sont pas ceux qu'ils vont utiliser quand ils discutent avec leur responsable de thèse. Et donc, ça leur apprend à expliquer à des gens qui ne connaissent pas leur domaine de recherche, trouver les mots qu'il faut, trouver les mots simples. Donc ça, ils apprécient beaucoup. Certaines écoles doctorales remettent des crédits de thèse aux doctorants animateurs qui restent sur les 3 jours. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Et ce qu'ils apprécient aussi, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre professeurs, ingénieurs, doctorants, étudiants. On est tous là ensemble pour la même raison, transmettre une information sur la chimie aux gens qui viennent nous voir. Et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas le professeur qui dit à l'étudiant c'est toi qui fais la manip. C'est pas du tout ça. Et donc ça leur permet de côtoyer des professeurs, des chercheurs, de manière plus conviviale. Ils apprécient beaucoup ça. Alors, parmi les échecs qu'on a eus au cours des chimies et terroirs, il faut le reconnaître, c'est qu'on a toujours une faible participation aux conférences. Donc, quelquefois, on s'est retrouvés entre nous, donc ce n'était pas franchement le but. Donc, on a décidé d'arrêter ce système-là et de proposer d'autres formes. Je dîne avec un chimiste, ça a été mitigé. Bon, on n'a pas continué non plus. Café des sciences, ça a bien marché, tout simplement parce qu'à Avignon, on était associé à l'association qui s'appelle Café des sciences, je crois, oui, voilà, et qui avait l'habitude d'avoir un public qui vient régulièrement. Et donc, on était intégrés dans le cycle des conférences, et donc là, il n'y a pas eu de problème, on avait du monde. Mais ce qu'on essaye de proposer aussi, ce sont des pièces de théâtre, hein, surtout pour les petits, et ça marche bien. Alors, pour vous donner un petit goût de... Alors, voyons, est-ce que ça va marcher? Voilà, de ce qui se passe, voilà un petit... Est-ce qu'on entend? Donc, c'est simplement une petite vidéo de 3 minutes qui donne un petit peu l'ambiance qu'il y a au moment de ces chimies et terroirs. Ça, c'était l'édition d'Albi en 2014. Donc vous voyez des élèves autour des ateliers, Michel Verdaguet parlant du bleu, habillé en bleu et parlant du bleu. Et plein d'autres activités. Ça, c'est encore des activités autour de divers thèmes. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait notre ami Hassan qui demande aux jeunes de dessiner une casserole. Et évidemment, si je vous demandais de le faire, je suis sûre que vous feriez la même erreur, c'est-à-dire que vous mettez le bec devant. Donc voilà, c'était pour parler de chiralité. Un spectacle sur une fausse conférence et dans lequel le conférencier dit « je vais prendre une pause, regardez l'introduction ». Évidemment, l'introduction, regardez comment elle est. Beaucoup de gens rient à ce moment-là sur cette introduction.
des ateliers où, là c'était des ateliers d'extraction, fabrication d'une mousse avec du foie gras, je crois, qui a fait vraiment de tout. Voilà l'artisan pastelier qui explique de la plante au pigment et à la coloration, et un artisan local aussi qui fabrique des briques crues, dans laquelle, ce qui a donné l'occasion de parler de chimie également. Donc, et qui montrait comment on pouvait faire des briques avec une petite presse là. Mais celle qu'il fait, c'est des briques beaucoup plus consistantes. Et là encore une partie sur la fausse conférence où l'organisateur reproche au conférencier d'avoir coûté trop cher. Et lui dit, vous savez, la semaine dernière, on a reçu Pierre Gilles de Gênes et il a mangé au flunch. Alors le conférencier dit, ah oui, il a mangé au flunch. Et l'assistante dit, eh oui, il a flunché. Donc voilà, je vous fais le son. Et donc, une partie d'inauguration et puis une partie aussi un petit peu festive où tout le monde est très très content de se retrouver et de partager. Donc voilà, deux petites... J'aimerais bien... Voilà. Deux autres diapositives pour terminer. Donc en fait, comme j'ai essayé de vous le montrer, Chimie et Société essaye de vous raconter la chimie et par diverses méthodes. Si vous voulez en savoir plus sur les rencontres Chimie et Terroir et avoir surtout un avis de quelqu'un de l'extérieur qui est venu nous voir à l'occasion de l'édition d'Albi, c'est Armel Ouali qui est chercheur au CNRS, qui était à Toulouse et qui est dorénavant à l'Institut Charles Gerhardt à Montpellier et qui a écrit un article dans l'Actualité chimique que vous pourrez consulter. Cette année, nous serons à Mourinx, comme je vous le disais tout à l'heure, du 18 au 20 mai. Et enfin, pour terminer, j'aimerais remercier tous les acteurs et partenaires de Chimie et Société, tous les correspondants et leurs équipes, et leurs collègues, parce que ce n'est pas vraiment des équipes, c'est les collègues qui veulent bien s'associer à eux pour faire des actions. Donc les voilà tout autour de France, et puis également tous les membres du bureau, les membres fondateurs, André Marquet, Jean-Michel Lefour. Je pense que Laurence et Marie-Claude étaient aussi parmi les fondateurs. Marie-Claude Victor, je représente à la fois la région Rhône-Alpes Grenoble depuis peu et en même temps, elle est la représentante de la Société chimique de France à notre bureau. La Société chimique de France que je voudrais saluer parce que c'est un partenaire fidèle de toutes les éditions de Chimie et Terroir. Et je voudrais vous remercier tous pour votre attention.